Bon, et ben, recoucou, hein. Donc du coup, pour ceux qui avaient suivi un petit peu mon parcours, je suis partie du parc il y a, je pense, 6 mois. 6 mois, 7 ans. 6 mois, ouais. Et je me suis lancée dans une formation de cuisine. Et donc, ça va être un plaisir pour moi de vous en parler. Et sachez qu'en fait, cette idée de faire une formation en cuisine, c'est venu du fait de vous avoir suivi, d'avoir suivi vos projets. Parce que justement, comme vous êtes beaucoup à l'avoir dit, la cuisine, c'est quelque chose qui rassemble et qui va très bien dans un tiers-lieu. Et aussi, c'est quelque chose qui peut permettre de rentabiliser un lieu de manière plus autonome, en dépendant moins des subventions, par exemple, pour, euh, pour amener du chiffre d'affaires avec une activité qui a en même temps un sens dans le lieu. Donc moi, c'était cette question que je m'étais posée, c'était « Ah non, ça fait pas suivant quand j'appuie. » Fais bouger ta souris. Tac. Déjà ça, la transcription, pouf. Et du coup, c'est à droite. Voilà, hein. ouais, c'est très logique. Oui, c'est... Ah d'accord, je vais là-dessus. Je me mets Ouais. là et je descends. Ok, très bien. Ouais. Ok. 2 sur 10. Ouais. Oui, voilà. Alors du coup, donc ça c'est... Donc moi, je me suis lancée dans la cuisine et on va parler de ça aujourd'hui. De manière générale, n'importe quelle activité classique pourrait permettre de ramener de l'argent quelque part dans un intérieur. Ça pourrait être, j'en sais rien, dans un cabinet d'architecte, ça pourrait être un salon de coiffure. Voilà. Du moment qu'en fait, je pense que là où ça va mieux, c'est quand c'est un tiers-lieu où les gens s'arrêtent. Donc, par exemple, je pense à un Fab Lab, ça s'y prête très bien, parce que les gens, ils viennent pour bricoler, ils viennent pour rester là plusieurs heures, et donc de vendre de la nourriture sur place, et ça vient avec. Et après, quand c'est un tiers-lieu où les gens ne s'arrêtent pas, ça peut être le but de les faire s'arrêter et de créer quelque chose en plus. Donc moi, je vais vous commencer par expliquer un peu pourquoi se former à la cuisine, même si on sait déjà cuisiner, par exemple. Et ensuite, ah oui, donc là, le petit truc, c'est que mon chef, il va arriver seulement à 17h30. Donc, on va peut-être changer un peu l'ordre de la présentation, puisque normalement, c'est lui qui présentait ça. Donc, je vais peut-être un petit peu parler des autres choses. Ce sera un peu dans le désordre, mais le temps qu'il arrive, voilà. Ou sinon, peut-être que ceux qui ont déjà des activités de cuisine, vous pourrez intervenir en attendant qu'il arrive pour expliquer aux autres. Ça pourrait être intéressant. Julie, par exemple, si tu te sens en parler. Oui. Et j'ai oublié son prénom aussi. Aude, voilà, ok. Si vous voulez en parler. Désolée, hein. Hop là. Voilà. On peut se former à la cuisine. Donc du coup, ça j'en ai parlé tout à l'heure, parce que donc ça peut permettre de ramener du chiffre pour acquérir une autonomie financière plus forte, pas forcément avec que cette activité, mais voilà. C'est convivial. Et aussi, en fait, cuisiner chez soi et cuisiner de manière professionnelle, ça n'a vraiment rien à voir. Donc, on peut savoir faire des lasagnes chez soi, par exemple, et faire les meilleures lasagnes du monde. À partir du moment où on se dit, je veux faire des lasagnes pour 30 personnes, c'est plus la même histoire, en fait. Et donc, en fait, avoir une formation en cuisine, c'est découvrir du matériel professionnel dont on n'avait même pas idée qu'il existait. Et on n'avait même pas idée qu'on pouvait s'organiser de cette manière-là, parce qu'en fait, si on n'a jamais vu comment fonctionne le milieu de la restauration, on ne peut simplement pas l'imaginer. Par exemple, en cuisine, on utilise quasiment pour tout ce qu'on appelle des bacs des bacs gastronomiques, pas gastro, la maladie évidemment. Moi aussi, ça m'a... Voilà, donc c'est ça. En fait, c'est des bacs en inox et on fait quasiment toutes les préparations dedans. Donc, ça veut dire que si vous faites vos lasagnes dans un plat en terre cuite, dans la restauration, ils font les lasagnes dans les plaques en inox, ils les mettent directement dans le four. Le four est fait de telle manière que ça prend toute la place dans le four. On ne pose pas le plat sur une grille. En fait, il prend toute la largeur, c'est optimisé et tout est optimisé de cette manière-là. Ça veut dire que là, les plaques gastro, elles se rangent toutes les unes dans les autres dans la manière dont elles s'empilent. Et ça, c'est un exemple, mais de manière générale, les cuisines professionnelles sont construites comme ça pour à peu près
tout. Donc, optimisation. Aussi, l'inox, par exemple, c'est très bien pour la propreté, en fait, pour réussir à garder quelque chose d'assez stérile quand on cuisine, etc. Voilà. Alors, bah, du coup, moi, je suis perdue dans mes slides, mais tac. Ouais, donc, du coup, je vais faire mon retour sur la formation maintenant, parce que le chef n'est pas là. Donc, du coup, moi, ce que j'ai appris dans cette formation et ce que j'ai découvert, c'est déjà donc apprendre à cuisiner avec du matériel spécifique. Je vous ai parlé des bacs gastro, mais aussi, par exemple, les couteaux. Donc, les couteaux, on cuisine chez nous. Moi, je cuisinais que avec des petits couteaux. Maintenant, je ne sais plus cuisiner avec des petits couteaux, en fait. En fait, il y a plein de couteaux de différentes sortes avec des lames qui sont faites pour des choses spécifiques, des lames qui se plient, des lames qui doivent être solides et en fonction de ce qu'on va couper et de ce qu'on va faire, qui vont être plus adaptés. Et du coup, c'est ça en cuisine ce qu'on apprend. C'est par exemple si vous devez éplucher, je sais pas moi, 10 kilos de carottes. Ben, en fait, on apprend à utiliser le bon matériel pour le faire parce que éplucher 10 carottes chez soi, on peut le faire de la manière qu'on veut. Mais quand on doit éplucher, bah, deux énormes sacs de carottes, et ben, il faut avoir la bonne technique, sinon bah, on y passe sa journée. Et du coup, voilà, c'est ça qui est super intéressant. Donc voilà, donc apprendre les différents matériels et tout, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert. Après, apprendre les techniques. Donc ça, c'était une formation qui était super complète pour ça. Le chef nous en parlera sans doute plus, mais du coup, j'ai appris à faire 90 plats, ça semble énorme comme ça. Ne vous inquiétez pas, ça passait très bien dans la formation qui a duré 2 mois. Donc 90 plats et en fait le chef les choisit de manière à ce que on voit tout en fait, toute la base de la cuisine. Et c'est vraiment découvrir la base de la cuisine française en l'occurrence. Par exemple, comment on fait des fonds. C'est des bouillons, un bouillon de légumes, un bouillon de viande, un bouillon de volaille, un bouillon de bœuf, tout ça. Et c'est, bon, j'avais même pas dit que ça glissait, mais sans doute il y en a qui sont meilleurs en cuisine que moi, vous le savez déjà. Mais donc du coup, vraiment la base. Et après aussi toutes les bases en pâtisserie. Donc il faut faire crème pâtissière, crème anglaise, génoise, meringue. En fait, vraiment, c'est très complet sur tout ce que ça. Ben, j'ai monté des meringues à la main. Oui, je l'ai fait. Évidemment, c'est pas le but si on travaille en restaurant de faire les meringues à la main, mais c'est bien d'apprendre à le faire quand même. Mais voilà, donc les types de cuisson, j'ai fait un petit bonus à la fin où je vais vous expliquer les types de cuisson de manière plus particulière parce que c'est ce que j'ai trouvé super, enfin c'est ce qui m'a le plus marqué dans la formation. Donc, je vais faire un petit point plus précis pour vous donner un exemple de ce qu'on peut apprendre. Voilà, après ce qui était top dans cette formation, c'est qu'elle est très rapide. Elle durait donc 2 mois en formation en cuisine, plus 3 semaines de stage. Et entre deux, moi j'avais 2 semaines de vacances de Noël, mais ça dépend de la période où on l'a fait. Du coup, voilà. Par contre, je pense qu'ici, il y en aura pas, tout le monde ne pourra pas avoir accès à cette formation parce qu'elle a une particularité qui est à la fois très cool, mais aussi, du coup, qui la rend pas toujours accessible, c'est qu'elle est réservée aux demandeurs d'emploi. Donc, il faut être inscrit à Pôle emploi pour avoir accès à cette formation. Et à partir de ce moment-là, elle est prise en charge. Donc, on n'a rien à débourser. Donc, à la fois gros avantages et gros inconvénients. Sachez tout de même que en ce moment, le milieu de la restauration, c'est la galère pour recruter et que Pôle emploi est en train de met déjà en place plein de programmes pour inciter les gens à se former en restauration. Donc, si vous voulez vous former, c'est le moment. En fonction des régions, il n'y a pas, c'est pas les mêmes formations partout, mais il y en a plein d'autres. Donc, si jamais celle-là vous est inaccessible, prenez cette présentation plus comme l'occasion de voir ce que c'est une formation en cuisine en général et puis de pouvoir parler à un chef de cuisine formateur et renseignez-vous à côté sur les autres formations qui existent. Voilà, et donc dans la formation où j'étais aussi, ce qui était top, c'est que c'était des... En fait, on était vraiment un petit groupe, donc nous on était 7, mais la formation accueille maximum 9 personnes. Et du coup, on s'est tous fait connaissance, on a tous créé des liens, et c'était vraiment des profils variés. Donc ça allait, par exemple,
il y avait une jeune femme qui voulait lancer son activité de... elle a plein d'intolérances alimentaires. Je ne sais plus comment ça s'appelle, le trouble de l'intestin, là. Ouais, c'est ça. Je crois qu'elle a cette maladie de Crohn. Du coup, il y a énormément de choses qu'elle ne peut pas manger. Et quand on a cette maladie qui devient de plus en plus courante, cuisiner, ça devient vraiment plus un plaisir, ça devient une corvée. Enfin, manger même devient une corvée parce que tout ce qu'on avait l'habitude de manger dans notre enfance, tout ce qu'on aimait, on ne peut plus en fait. Et du coup, il faut réinventer à cuisiner. Et donc, c'est pour ça qu'elle a voulu faire cette formation parce qu'elle a fait ce chemin de son côté et elle veut apprendre à former les gens. En fait, elle veut accompagner les gens dans ça. À côté, il y a aussi une porteuse de projet qui, elle, voulait faire de la cuisine à domicile, du batch cooking, si vous connaissez le concept. Ouais. C'est on cuisine en une après-midi tout ce qu'on va manger dans la semaine. Donc en faisant des plats avec des bases communes, par exemple, on va éplucher plein de carottes et puis on va faire une salade de carottes, des carottes cuites, des carottes pour l'apéro, enfin ce genre de choses, mais du coup on s'est optimisé là-dessus. Et elle veut aller cuisiner chez les gens pour les gens qui ne peuvent pas forcément cuisiner, qui n'ont pas le temps, ou alors les personnes âgées, ça fait aussi un lien avec ça. Enfin, voilà. Donc c'est pour vous dire le genre de... Puis à côté aussi des gens comme moi qui voulaient juste se former, ou alors quelqu'un qui actuellement travaille aussi en restauration comme moi, une autre personne qui voulait ouvrir son restaurant, enfin vraiment des profils, voilà, donc vraiment enrichissants. Voilà. Est-ce que les personnes, là, c'est peut-être le moment, ceux qui ont déjà une activité en restauration, en rapport avec le tiers-lieu, si vous voulez dire des mots sur le lien, vous voyez. Ouais. En fait, si on veut ouvrir un restaurant, donc une formation de 2 mois suffit ou pas? Ah bah, du coup, ça, je laisserai mon chef expliquer un petit peu plus, mais sachez que c'est... Ah, ça y est, il arrive parfaitement. Alors, faire entrer, c'est par où? Comment tu lis? Ça y est, à gauche. Ah, faut aller dans l'autre sens. Ah, d'accord. Bonjour chef, vous m'entendez ou pas? Ouais, tu me vois ou pas? Non, je vous vois pas. Ok, attends 30 secondes. Ouais, je t'entends. J'ai juste à mettre la caméra et ça va le faire. Vous avez mis votre caméra ou pas? C'est ce que je suis en train de faire. C'est bon. Est-ce qu'on peut mettre beaucoup plus? C'est bon. On va essayer. C'est bon? Oui, pour l'instant, le son n'est pas assez fort. Du coup, on va essayer de trouver un moyen de mettre le son plus fort. Là, tu m'entends? Il est sur son téléphone. Non. Ah oui, le son, on peut essayer de le mettre sur la télé. Peut-être dans les paramètres. On est en train de gérer le petit problème. Pas de souci. On revient. Alors, le son... Ouais, ça doit être dans là. Il doit y avoir des sorties son peut-être. Là, si vous parlez là. Vous m'entendez? Non, ça marche Ouais. pas. Attendez. Ça marche pas. Et là, si vous parlez. Vous m'entendez? Ouais. Ah oui, non, il est nickel. Merci. Ok. Alors. Bah, du coup, chef, je vais vous laisser vous présenter, puis présenter la formation. Ok. Après, tu me poses des questions s'il y a à poser, ok? Ouais, je suis en train de me dire, j'ai pas mes petites questions là. Je reviens. Je vous laisse vous présenter et je reviens. Ok, ça marche. Alors, je suis Ferrat Joseph, je travaille pour Cuisine Mode d'Emploi depuis le mois de mai de l'année dernière. La formation se fait sur 8 semaines avec moi en formation. Ils ont que de la production pendant 8 semaines. Ils travaillent entrée, plat, plat, dessert. Après, ils passent leur examen et ensuite, ils ont 3 semaines de stage avant l'examen. Et c'est le cumulé des deux qui font avoir leur examen ou pas. Voilà, en version rapide. Et c'est sur le cours, c'est sur les 80 recettes les plus importantes de la gastronomie, de la cuisine française, que ce soit sur la blanquette, que ce soit sur les tartes aux pommes, que ce soit sur les îles flottantes, les viandes grillées. C'est vraiment toutes les bases. Et ouais, c'est quoi les conditions d'accès à la formation?
Alors, les conditions d'accès, c'est d'être à Pôle emploi, d'avoir minimum 18 ans jusqu'à. Jusqu'à. Il n'y a pas d'âge de fin. Ok. Et c'est comment le process quand on s'inscrit? Il n'y a pas les Alors, le entretiens? process, c'est on s'inscrit sur le site. Il y a un entretien qui est fait. Les gens sont convoqués. Il y a un entretien qui est fait. Après l'entretien, on voit les gens, parce que comme il y a pas mal de candidatures, les plus motivés. C'est pas selon le CV, c'est surtout selon la motivation. Et on essaie que ce soit un groupe homogène, qu'il y ait des gens, que ça soit de la reconversion. On a d'autres, c'est plus de la remise à l'emploi, qui sont éloignés de l'emploi. Et c'est toute cette équipe-là qui va faire une bonne homogénéité, qui va faire propulser l'équipe pendant les 8 semaines. Et c'est la cohésion de groupe qui va faire qu'ils vont avancer. Oui, ça, je suis bien d'accord. Et en fait, du coup, pendant la formation, on avait un groupe WhatsApp où on pouvait tous parler entre nous, se donner des petits conseils avec le chef aussi, tout ça. Voilà, c'est ça. Dont on intervient, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Oui. Ouais, non, c'est parce que c'est d'abord l'inscription et l'entretien, et après, c'est Pôle emploi qui prend en charge. Non, c'est nous, ils nous envoient les candidatures, on les reçoit. Déjà, il faut qu'ils soient pour les recevoir. Déjà, on prend en entretien les gens qui sont déjà inscrits à Pôle emploi automatiquement. On les reçoit, on leur envoie après l'entretien, on voit avec le directeur ou la directrice, on leur envoie une réponse comme quoi s'ils sont pris ou pas. Et après, la formation, elle commence. Et au début de la formation, on leur passe un kit de 2 tenues, d'une mallette de couteau et d'un livre qu'ils ont à lire chez eux de cuisine. Il faut la rendre, la mallette de couteau. Ah oui. C'est pas cadeau, non. C'est prêté. Oui, voilà, tout est rendu à la fin. Ils nous donnent un chèque de caution et tout est rendu à la fin contre le chèque de caution. Et donc là, la formation que vous animez à la Marc-en-Barœul, et il y en a d'autres, des écoles en France? Il y a 9 écoles, 3 à Paris, il y en a une à Besançon, une à Dijon, une à Nice, une à Toulouse, et il y a des écoles aussi de boulangerie et une de poissonnerie. Et donc, c'est la Marc-en-Barœul, il y aura une de boulangerie à partir d'octobre. Ok. C'est quoi les particularités de cette formation par rapport aux autres? Alors, c'est une formation qui est vraiment basée sur la pratique. C'est-à-dire que dès qu'ils arrivent le matin sur les 3 quarts, c'est que de la pratique. C'est-à-dire qu'ils vont pratiquer les pâtisseries, les plats. Ils vont les déguster après, selon comment ils l'ont réussi. Et ça, c'est tous les jours. Et il y a 2 jours où le restaurant est ouvert. Et c'est le mardi et jeudi. Et là, on se fait un peu plus plaisir sur des menus un peu plus travaillés, un peu plus gastronomiques. Mais sur les autres jours, c'est répétition, sur tout ce qui est technique, que ce soit pour comment faire une pâte à choux, comment faire une tarte, comment faire un poisson, le lever, le poêler, une viande, la désosser un poulet, habiller un poisson. Et toutes les recettes sont répétées. C'est pour ça qu'il y a moins de théorie. La théorie, c'est plus l'hygiène, ce qu'on appelle l'HACCP, et la marche en avant, comment on se déplace dans une cuisine, les bases, qui est très peu, il y a 5-6 heures dans toute la formation. Oui, oui. Allez-y, ouais. Savoir si ça donne du coup la certif HACCP pour pouvoir travailler en restaurant, enfin ouvrir un restaurant en tout cas. Alors, ou est-ce qu'il faut passer la certif si on veut, alors pour travailler dans un restaurant, il n'y a pas de souci. Pour ouvrir le restaurant, il faut de toute façon passer la formation. Même moi, tous les 5 ans, je suis obligé de passer une formation qui dure 3 jours, tous les 5 à 10 ans. Dans l'établissement où je vais travailler, si je travaille dans un établissement, je suis obligé qu'il y ait une personne qui ait cette formation, qui est renouvelée tous les 5 ans, je crois, actuellement. C'est une formation qui dure 2 à 3 jours. Et elle est obligatoire si on veut avoir des employés en tant que patron ou on va avoir un employé qui l'a passé.
Ok. Mais cette formation ne la donne pas. Il faut vraiment que ça soit un organisme à part. Ok. Une question C'était la même question. Ah, d'accord. Mais j'ai une seconde. Le stage dure combien de temps dans votre formation? 8 semaines. 3 semaines. Non, le 3 stage. semaines. Et le stage, 3 semaines. J'avais regardé, c'est pour ça que je me dis c'est nécessaire du coup. Oui. Du coup, ça a commencé à répondre à la question du coup, mais est-ce qu'il y a d'autres conseils sur comment compléter la formation si on veut se lancer? Est-ce qu'il y a d'autres formations? Alors, si on veut se lancer, se lancer à son propre compte? Oui, c'est ça. Ouais. Alors, moi, ce que je conseille, c'est de prendre par rapport à l'emploi et la formation, tout ce qui est réglementation. Ça dure 3 jours. C'est Ça permet d'avoir. Non, la HACCP, c'est une chose, c'est tout ce qui est hygiène et sécurité. Et après, une formation de tout ce qui est législative, ce qu'on doit afficher dans son restaurant, où doivent être les panneaux affichés, l'alcool, pas l'alcool, où sont situés tout ce qui est incendie, la réglementation par rapport aux alcools, la réglementation licence 4, la réglementation par rapport aux employés, toutes ces choses-là qui sont formées, qu'il faut l'avoir pour pouvoir ouvrir le restaurant qui dure, cet examen-là dure 3-4 jours. Après, il vaut mieux se former par soi-même et prendre une formation de 3 à 4 semaines qui existe. Ok. Et ça, je ne sais pas si jamais vous connaissez ou pas, mais par rapport aux licences, comment ça se passe si par exemple il y a des gens ici qui veulent tenir un bar ou quoi? C'est un peu Alors pour spécifique. les licences, les licences ne peuvent plus s'acheter à d'autres restaurants, surtout les licences d'alcool. On ne peut plus les acheter à l'État, il n'y en a plus assez. Il faut les acheter à notre brasserie ou à quelqu'un qui l'a déjà. Il n'y a pas un rayon à respecter aussi? Je crois qu'il y a un rayon il y a un rayon de quelques kilomètres pour avoir la. Oui, exact. Voilà. Quand vous l'achetez, vous devez rester dans le rayon. Et voir toutes les décisions, s'il n'y a pas une école à côté, s'il n'y a pas, selon l'alcool que vous vendez, surtout pour la licence 4. Sachant que si vous avez une structure associative, je ne sais pas ce qu'il y en est pour les coopératives, mais vous pouvez un peu contourner en faisant un bar associatif qui, eux, n'ont pas respecté cette législation si vous êtes adhérent. Mais ça, je suppose que c'est un peu tout ce coup. Il faut quand même faire attention avec les alcools fortes. Oui, pas d'alcool fort, ouais, dans les bars. Voilà. Ouais. Oui, non, c'est ça, c'est voir un maximum. Mais du coup, ça marche aussi ça pour la cuisine. Je veux dire, parce que si on ne respecte pas justement la norme HACCP, est-ce qu'on peut faire de la cuisine seulement pour des adhérents? Ça marche aussi sans avoir justement la formation HACCP? Alors, la formation HACCP n'est pas obligatoire. Alors, la formation HACCP n'est pas obligatoire pour pratiquer, mais elle est obligatoire pour l'avoir à l'établissement. Je pense que du coup, si tu n'es pas un restaurant entreprise, c'est pas obligatoire à ce moment-là. Non, c'est pas obligatoire. La seule chose, c'est que s'il y a un problème, vaut mieux le faire parce que au moins c'est sécurisé. C'est surtout s'il y a un problème. C'est pas obligatoire, mais on peut vous chercher des problèmes si vous l'avez pas. C'est pas obligatoire, c'est juste sécurisé. De toute façon, le CCP, c'est juste se protéger. Hein. C'est beaucoup d'administratif. Après, il y a les règles d'hygiène habituelles, mais c'est beaucoup d'administratif. Ok, je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur la formation en elle-même ou pas. Combien de temps? Enfin, au niveau des horaires, c'est les horaires classiques. Alors, les horaires habituels, c'est 8h30, 16h. Mais comme là, demain, on a un cocktail de 80 personnes. Il y a une partie qui est plus un repas de 100 personnes. Il y a une partie qui arrive à 7h, qui finit à 13h30. Et une autre partie de l'équipe qui arrive à 13h30 et finit à 20h. Parce que du coup, comme je l'expliquais, c'est restaurant en fait. L'école fait restaurant, mais il y a aussi du coup des prestations. Ouais. Événementiel, ouais, qui permet de s'entraîner. Oui.
Et sur les personnes qui viennent se former, généralement, leur projet, c'est plutôt d'ouvrir quelque chose, un établissement derrière ou autre chose. Alors, il y a de tout. Il y a des gens qui sont en reconversion, qu'on disait, et il y en a, là, sur ceux qui sont là actuellement, sur des gens qui veulent monter quelque chose, il y en a sur les 7, il y en a une personne. Le reste, c'est pour travailler en restauration. Tout dépend les groupes. Moi, Mais beaucoup. pour ceux qui veulent créer une entreprise, il y en a 2 sur celui-là d'avant. Il y en avait 2 personnes qui voulaient créer une entreprise. Mais après, voilà, C'est aléatoire. ça dépend. Et est-ce qu'il y a d'autres, il y a d'autres critères que la motivation d'ailleurs pour rentrer ou pas? Parce que sur le site, il y a écrit éloigné de l'emploi, tout ça. Alors, c'est marqué éloigné de l'emploi, mais après, on essaie de faire des groupes équilibrés. Et pour que ça. Alors, il y a en priorité les gens qui sont éloignés de l'emploi, mais on essaie de mélanger quand même. Parce que sinon, on essaie pour que le groupe il soit poussé et il soit tiré vers l'avant. Avec des gens du coup qui sont en reconversion, mais qui... Voilà, des gens Ouais. qui sont en reconversion et chacun va entraîner l'autre. Voilà, chacun va amener son point fort. Ça fait combien de temps qu'elle existe, cette formation? Alors, ici à Marc-en-Barœul, depuis 2020. Et ça a commencé à Paris il y a 10 ans. Et vous avez les retours un peu justement des anciens, ce qu'ils font Alors moi, ça fait 1 an seulement. Moi, depuis 1 an, oui, j'ai un retour. Alors, il y en a qui ont ouvert des maisons d'hôtes, il y en a qui ont quitté la restauration, mais ça leur a permis de voir et de retourner sur un autre emploi pour les remises à l'emploi. Mais ceux qui voulaient créer quelque chose, ils l'ont créé. On a, allez, sur 8 personnes, on va dire une moyenne, il y en a peut-être une qui ne travaille pas. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la formation ou on passe à la suite? C'est bon? C'est clair. Bon, du coup, chef, vous n'étiez pas là, mais j'ai déjà fait mon retour sur la formation. J'ai dit que c'était génial. Ok, bah c'est très bien, c'est mieux. Super. Voilà. Ah oui, alors je voulais présenter un des projets, et peut-être d'ailleurs, chef, que vous pouvez le présenter avec moi si jamais vous voulez compléter après ce que je dis. D'accord, ça marche. Donc en fait, c'est donc Charlotte du Chi Compressé que j'ai rencontré. C'est le chef qui m'avait donné son contact parce qu'il avait vu qu'elle recrutait, il me semble. Et alors en fait, il se trouve que Charlotte a fait la formation il y a de ça plusieurs années, la formation que j'avais faite de cuisine mode d'emploi. Et Sur Paris. Sur Paris, ouais. Et du coup, c'est après avoir fait la formation qu'elle a lancé son projet, qui est un concept que j'ai trouvé plutôt compatible dans le sens où c'est un buffet. Donc, ça veut dire que pour un tiers-lieu, déjà, il n'y a pas de service en salle, ça fait moins de personnel, etc. Donc, il y a juste le personnel de cuisine et après, tout est disposé. Et c'est payé au poids. Donc, c'est assez simple. Les gens prennent une assiette, ils la remplissent et à la fin, ils posent sur la balance et ils vous disent voilà, vous devez payer tant. Ils ont aussi des desserts qui font payer à l'unité. Et à mon avis, ils peuvent peut-être plus faire des marges dessus du coup parce que le dessert, c'est le petit plaisir que les gens se prennent, donc ils sont prêts à payer un peu plus cher. Voilà, leur concept, c'est 3 entrées, 3 plats et 3 desserts. Et elles sont 2 en cuisine. Elles aimeraient être 3, mais en ce moment, c'est difficile de recruter. Donc... Ça y est, il y a la 3e. Ah, super. Ah, génial. Très bonne nouvelle. Ça m'emplit de joie. Donc voilà. Alors ça, j'ai pas les chiffres, mais franchement, pour y être allé, en fait, ça défile énormément. C'est-à-dire que eux, ils ont une petite salle qui doit faire à peu près ça, même plus petite que ça. Je
pense que leur cuisine est plus petite que votre cuisine et que la salle est plus petite qu'ici. Et en fait, la majeure partie des gens ne mangent pas sur place, en fait. Ils font emporter leur clientèle d'habitués, vient et prend le plat et s'en va. Et la clientèle qui mange sur place, c'est les gens qui sont un peu de passage dans la ville. Ça peut être des touristes ou des gens qui viennent en déplacement ponctuel. Mais du coup, vraiment, leur clientèle d'habitués et qui les fait vivre, c'est des gens qui prennent à emporter. Donc ça aussi, c'est intéressant au niveau de l'espace que ça prend. Et aussi, donc, au niveau des horaires d'ouverture du lieu, c'est seulement en semaine et c'est seulement le midi. Donc, par exemple, dans un tiers-lieu, déjà, ça veut dire que tout le reste du temps, il est disponible pour faire autre chose le soir et le week-end, d'autres activités. Et au niveau des horaires, s'il y a salarié ou quoi, bah, c'est plus facile de recruter quelqu'un avec des horaires comme ça aussi. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, chef, je sais pas s'il y a des choses que vous voulez compléter là-dessus. Alors, tous les produits sont retravaillés, c'est-à-dire ce qui reste est retravaillé avec de nouvelles recettes qui repassent le lendemain. Il n'y a pas de perte. Le but, c'est qu'il y ait zéro perte. Et par rapport à leur fabrication aussi, ils sont dans le zéro déchet. Tout est reconstitué, tout est retravaillé et ce qu'ils achètent aussi, petits producteurs, et ils sont livrés tous les jours pour pas avoir vraiment de perte en légumes et voilà. Et comme tu disais, c'est au poids. Alors par rapport à leur marge, ils arrivent à équilibrer vu que les clients vont pas prendre la même chose. Il y a des choses qui vont revenir plus chères où ils vont se faire une marge plus petite, mais sur d'autres où ils vont faire la marge la plus grande selon ce que une personne va équilibrer sur l'autre quand elle passe à prendre son assiette. C'est comme ça qu'ils arrivent à équilibrer les prix et avoir pas de personnel pour la salle. Vous avez un exemple, par exemple, de quelque chose qui leur fait faire plus de marge et quelque chose qui leur fait faire moins de marge? Non, comme ça, non. Mais là où ça marche bien, c'est quand ils retravaillent le riz et les tomates et ils refont des arancini avec tout ce qu'ils ont récupéré. C'est quoi des arancini? Alors, les arancini, c'est quand tu mets une farce, tu as une farce ou une sauce tomate et tu l'enveloppes de riz collant. C'est une boule et que tu frites après ou tu. Voilà. Chercher l'italien. C'est là où il marque le coup. Ouais, c'est là où il marque le coup. J'ai goûté, je me suis fait avoir. L'éclairage. Ok. Et là, je pense à un autre projet dont j'avais pas voulu, enfin, pas pensé à vous parler. Je vous en parle vite fait. Du coup, ça s'appelle les petites cantines. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est une association dont le but est de créer du lien de quartier. Et en fait, du coup, ils ont créé un genre de restaurant associatif où les gens arrivent le matin, cuisinent ensemble, mangent ce qu'ils ont cuisiné. Ils fonctionnent avec un principe de prix libre. Donc, ils affichent leur prix d'équilibre qui doit être à peu près 11 €, je crois. Et après, les gens donnent ce qu'ils peuvent en fonction de leurs moyens. Et ils arrivent à être à l'équilibre avec ça et en organisant aussi d'autres événements où ils peuvent apporter peut-être plus d'argent, genre un petit festival ou quoi pour équilibrer aussi, sachant qu'il y a une personne qui est salariée à temps plein et qui gère le lieu. Voilà, donc si vous voulez vous renseigner sur ça, c'est en fait les petites cantines, c'est un genre de tiers-lieu, mais on va dire un mini tiers-lieu qui est seulement sur le thème du restaurant. Il n'y a pas les activités autour, mais en tout cas, il y a ce but de créer du lien et c'est vraiment ce dont c'est vraiment leur identité, créer du lien en cuisinant et en mangeant ensemble. Sachant que c'est possible d'y aller sans avoir cuisiné, juste pour manger, c'est possible d'y aller que pour cuisiner et de ne pas manger. Donc, comme ça, si on veut y aller souvent, mais qu'on n'a pas les moyens de payer à chaque fois et qu'on se sent un petit peu coupable de manger pour presque rien, et bah, on y va juste pour cuisiner, voir les gens, etc. Voilà, c'est le concept. Passons à la suite. J'avais une petite question Ouais. par rapport au chef. Enfin, peut-être ça viendra après, mais justement, on voit qu'il y a des problèmes de recrutement. Est-ce que le chef, lui, aurait des petites techniques pour manager ses équipes ou en tout cas inviter, voilà, avoir plus de facilité à recruter et garder surtout son personnel?
Oula. Ah, on n'entend plus. Mince, mince. Déjà respecter plus le personnel. Ça y est, c'est bon. Alors, les collaborateurs, les respecter, leur faire plus confiance et les salaires, il faut retravailler sur les salaires. Peut-être moins de personnes, mais les salaires les augmenter parce qu'il y a vraiment un souci par rapport au salaire et au nombre d'heures. Et aussi mettre plus les gens en avant. Je veux dire, je crois que les salaires, c'est une chose, mais c'est surtout les mettre plus en avant et leur dire que c'est bien quand c'est bien. Et essayer de garder le plus longtemps l'équipe. Et les mettre en avant sur des projets. Les faire participer surtout. Les horaires aussi, parce qu'effectivement, le fait d'être que le midi et pas être en coupure, ça veut dire on travaille le midi et on revient le soir pour retravailler, ça c'est inhumain. Et si vos lieux, ils ne font pas de coupure, c'est quand même humainement mieux. Et c'est plus facile de recruter des gens. Maintenant, les restaurants, les restaurants gastronomiques, maintenant, sont en train de changer. Bon, vers Lille, un peu moins, mais ça va arriver aussi vers Lille. C'est-à-dire que les restaurants gastronomiques, eux, ils font 2 équipes où ils ferment, pendant 3 jours, ils sont fermés. Ils mettent d'autres avantages autrement. Ils ont une équipe du matin, une équipe du soir, comme au mandat, voilà. Et où ils ferment 3 jours. Ils ferment 3 jours. Ils ont 3 jours de congé pour récupérer un peu les heures et qu'ils aient une vie à côté. Pour ceux qui sont en coupure, ou du matin ou du soir. De plus en plus en train de se transformer comme ça. Super. Et pour rejoindre ce que disait le chef sur le fait de laisser les salariés beaucoup participer et tout, la cuisine, par rapport au milieu de l'entreprise traditionnel que vous connaissez peut-être plus, ça ressemble beaucoup à ce qu'était l'entreprise milieu traditionnel avant. C'est-à-dire il y a beaucoup de hiérarchie et il n'y a pas forcément beaucoup de place à la prise d'initiative. Donc tout ce qu'on a vu qui a déjà un peu changé dans les entreprises actuelles où chacun peut proposer des projets, ça n'existe pas encore trop en cuisine. Et c'est aussi quelque chose qui, je pense, crée beaucoup de frustration. En tout cas, moi, je le sens beaucoup. Enfin, je commence à le sentir parce que je n'ai pas énormément travaillé en cuisine, mais je commence à le ressentir et je commence surtout à voir l'impact que ça a eu sur les gens qui travaillent dans la restauration depuis longtemps, de ne pas avoir l'occasion de montrer en fait ce dont on est capable avant des années. Et du coup, ça, je pense que ça peut créer beaucoup de frustration. Donc, oui, chef. Après aussi, c'est si une personne reste, qu'elle aille, je sais pas, des formations. D'aller à un stage dans un autre restaurant de 2 jours, dans un gastro, de voir d'autres choses. Ça aussi, c'est important que les restaurateurs, au lieu de garder toujours le personnel qui est compétent, les faire trimer, qu'ils les fassent voir un peu ailleurs 2-3 jours en les récompensant. Ils vont faire un stage, je sais pas, chez Meurin, ils vont faire un stage chez des grands restaurateurs et ils reviennent après. Ça sera que du plus. Ça se fait facilement les stages, justement, à droite à gauche. Les stages. J'ai pas entendu. Ça se fait facilement les stages à droite à gauche quand. Alors, ça coûte cher parce que les grands établissements font payer ces stages-là. C'est un investissement par rapport à l'employeur. Mais oui, ça se fait. Okay. Mais c'est une charge, un stage de 2 jours, c'est dans les 1 500 € dans un grand restaurant. Et dans un plus petit, ça pourrait se faire. Après, c'est des échanges dans un petit. C'est des accords. Ah oui, on trouve un restaurant partenaire, on se dit on va échanger nos salariés toujours. Ouais, ça permet, oui. Ça permet de voir autre chose et de s'aérer l'esprit. Et administrativement, ça se fait comment ça quand on échange des salariés? Il faut mettre stage. Du prêt de salarié. Des contrats de prêt de salarié, ça existe. Ok. Des contrats associatifs. Ah non, coopératif, oui, mais c'est du coup, ça reste. Ok. Alors, du coup, maintenant. De toute façon, sur les établissements, on est obligé d'avoir, normalement, quand on a un établissement, on est obligé au moins tous les 3-4 ans d'envoyer ses collaborateurs sur une formation ou sur un stage.
de formation. C'est obligatoire. Et il faut l'avoir dans son cahier s'il y a les services vétérinaires ou la répression des fraudes. C'est là au premier papier qu'ils regardent. C'est bien. Voilà. Ok. Alors maintenant, vos conseils, chef, sur comment faire quand on veut lancer son activité. J'avais noté, par exemple, fixer des prix, comment marger, les pièges à éviter, tout ça, tout ça. Bah, déjà, choisir les bons collaborateurs, bien se renseigner sur l'endroit où on va aller, étudier bien le projet, C'est-à-dire, tout ce qui est finance, voir où on va s'installer, selon est-ce qu'on va ouvrir le matin ou le matin et le soir. Est-ce qu'on est dans une zone industrielle, est-ce qu'on est dans une zone commerçante, ça c'est déjà super important. Après, formation par rapport à tout ce qui est comptabilité, parce que c'est bien d'avoir un comptable, mais il y a une comptabilité à faire soi-même. Il y a les données après au comptable. Le comptable est juste là pour contrôler et voir ce qui coûte très cher c'est le personnel. Après, trouver les bons fournisseurs, travailler sur toujours de la qualité des produits. De toute façon, je parle en restauration. Si on travaille sur la qualité des produits, des fois, il vaut mieux en mettre moins et travailler sur la qualité. et pour trouver les fournisseurs, comment on fait? Vous avez des conseils? Bouche à oreille. Ou aller voir les petits producteurs, ce qui se fait de plus en plus, les petits producteurs. D'accord. Et là, on fait directement un contrat avec eux? Ouais, avec eux, c'est plus un contrat à l'oral. Tout dépend le type de l'établissement. Hein. Pour le petit restaurant, c'est un contrat. Ok. Et sur fixer les prix? Comment on fixe Les prix, un plat? alors les prix, il faut calculer. Alors, ça va être un peu long, c'est pour ça. Alors les prix, il faut calculer dedans. Vous avez déjà de la marge alimentaire qui doit être à 3. On multiplie déjà par 3. Tout ce qui est alimentaire, on multiplie par 3. C'est quelque chose que vous achetez, c'est un exemple. C'est grossier, mais c'est quelque chose que vous achetez 5 €, vous le vendez 15 €. Ça, c'est la base. Après, dedans, il faut regarder le coût. Tout ce qui est les fluides, tout ce qui est l'électricité, l'eau, ça c'est une chose. Le personnel, la location du lieu où vous êtes. Selon si vous êtes dans un lieu, musée, tout ça, ce que vous reversez à cet établissement, si vous êtes travaillé pour, vous devez reverser, par exemple, si vous êtes dans une gare, vous payez le loyer et vous reversez entre 15 et 20% à la gare de ce que vous gagnez. C'est pour ça, tout type d'endroit a des contrats particuliers. D'accord. Et de manière générale, c'est x3, c'est ça? C'est ce que vous disiez. x3, c'est juste par rapport à l'alimentaire. Après, c'est par rapport à l'alimentaire. Après, quand on va rajouter l'électricité, ça va faire un x3, x4. D'accord. De toute façon, c'est avec l'alcool qu'on va gagner, plus qu'avec l'alimentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est les restaurants gastronomiques, un exemple, les restaurants gastronomiques, eux, ils ont toujours une brasserie à côté, parce que c'est la brasserie qui va gagner de l'argent. C'est tout ce qui est brasserie qui gagne de l'argent. Le restaurant gastronomique, lui, il va juste mettre ses prix à 0. C'est pas avec ça qu'il va pouvoir gagner de l'argent. Ok. C'est motivant, dis donc. Non, c'est réaliste, c'est bien. Non, mais après, tout dépend, parce qu'il y a sur des choses qu'on va gagner peu et d'autres qu'on va gagner plus. Ça va être récupéré. D'accord, donc par exemple, il y a certains. Et après, c'est de sentir l'endroit. C'est de sentir l'endroit où on est et avoir des propositions. Après, quand on connaît sa clientèle, on sait que quand on va avoir du monde, on va faire une proposition, on va gagner beaucoup, mais on sait qu'il va y avoir, par exemple, on est à 30, on sait qu'on va faire 200 personnes, et c'est là que c'est sur des choses, des jours précis qu'on va vraiment récupérer le plus d'argent. Et ça, c'est à sentir le client et le lieu où on est. Et ça ne se fait pas du premier jour. Il faut avoir un peu les reins solides au départ quand on commence pour tester. Ok. Ouais, donc est-ce qu'il y a d'autres conseils pour
Pour réussir, vous avez parlé Être bien, Hein être bien entouré, et vraiment être bien entouré et bien communiquer surtout. avec qui? Bah, déjà avec les voisins, quand on monte son établissement. Et avec les voisins, faire un historique du lieu où on va s'installer, déjà, avoir un historique. Savoir oui. pourquoi ça fonctionnait Ah oui. ou pourquoi ça. Parce qu'il y a des établissements qui ne vont jamais fonctionner. Hein. Pourquoi, on ne sait pas. Mais c'est repris. Et de toute façon, ça ne sert à rien d'y aller. Il y a une raison et des fois, on ne sait pas pourquoi. Et aussi, un établissement, plus il y a des restaurateurs, l'année où ils savent qu'ils vont vendre, ils vont essayer d'avoir le plus de nombre de clients. Ils vont faire comme ça monter le prix du restaurant. Et après, derrière, pour une raison ou une autre, ils savent que la clientèle ne sera pas là et c'est vous qui, après, allez galérer. Savoir les projets de la ville à côté. Ok. Donc, les conseils, c'est de bien choisir sa clientèle, de bien connaître. Non, bien Choisir la clientèle, non. Pardon, Savoir quelle bien clientèle va. collaborateur. De connaître le quartier et de se renseigner sur l'historique. Historique. Ok. Il y en a d'autres ou pas? Faire confiance à son comptable. Pourquoi? Qui vous donne les bons chiffres, qui vous tiennent au courant au moment, pas quand vous êtes en train de couler, pour réagir plus vite. Ok. Bah, ça me semble des bons conseils bien avisés. Est-ce qu'il y a des pièges? Des pièges à éviter je ne sais pas, un exemple de quelqu'un que vous avez connu qui a raté pour une raison particulière, j'en sais rien. Bah, les affaires trop... quand on vous vend trop de rêves. C'est ça. L'affaire qui paraît... on vous dit que ça va cartonner et tout ça. Des fois, c'est un peu louche. Ou quand c'est les... après... quand on le sent, on y va. On fonce. Ok. Super. Alors, est-ce que vous avez des questions là-dessus? C'est bon? On va passer à la suite. Alors, tac. Ah oui, alors je voulais vous faire un petit bonus. Si, attends, il y a juste un truc. Quand vous montez, alors je parle, c'est un peu dans tous les établissements, c'est-à-dire vous allez faire des heures, que ce soit en restauration, vous allez faire des heures, c'est de prendre tout de suite, mettre le bon nom pour l'entreprise et pas la mettre à votre nom, parce que si vous coulez, faire vraiment toujours une entreprise SARL ou quelque chose, que ce ne soit pas vous qui ayez à payer pendant des années derrière. C'est le conseil. Ok. Alors, je voulais vous faire un petit bonus mode de cuisson. Parce que c'est un truc qui m'a bien marqué dans la formation et que je me suis dit que c'était vachement intéressant. Donc, en fait, il faut savoir qu'il y a... Alors, chef, ça me fait bizarre d'expliquer ça alors que vous êtes là. Vas-y, explique. Voir si tu as bien retenu. Du coup, il y a 3 modes de cuisson en cuisine principaux qu'on va retrouver dans tous les plats qu'on fait, qu'on connaît. La cuisson par concentration, la cuisson par expansion et la cuisson mixte. Et en fait, ces modes de cuisson, en fonction de ce qu'on veut obtenir, c'est pour ça qu'on les choisit. Donc, par exemple, la cuisson par concentration, c'est quand on veut que le goût reste à l'intérieur de l'aliment. Et donc, ça va consister en l'exposant directement à la chaleur forte pour que, un peu quelque part, le goût soit... Ça fait un petit peu comme une croûte autour, on va dire, et le goût, il est prisonnier dans l'aliment. C'est ça, c'est bien. Du coup, par exemple, c'est pour ça qu'on cuit les pâtes en les mettant dans l'eau qui bout. Parce que si on les met dans l'eau qui est froide, les pâtes, elles vont aller dans l'eau va aller dans les pâtes, et c'est pas ce qu'on veut. On veut de l'eau et des pâtes séparées. Donc, c'est pour ça que cuisson par concentration. Donc, là, il y a des petits exemples qui sont notés.
cuisson à la vapeur, cuire dans un liquide qui est en train de bouillir, donc pour les pâtes, rôtir, faire sauter, conditer à la poêle, tout ça. Frire aussi. Voilà. Après, il y a la cuisson par expansion. Donc ça, c'est l'inverse. C'est quand on veut que le goût des aliments aille dans le liquide. Parce que du coup, c'est que dans un liquide froid, la cuisson par expansion. En tout cas, j'en vois pas d'autres sortes. Chef, je sais pas s'il y en a d'autres sortes de cuisson par expansion. Non, expansion, il faut que ça soit sur un liquide. Donc, par rapport à une blanquette, un potage, c'est expansion. Et donc, du coup, comme le chef l'a dit, l'exemple typique, c'est la soupe. Soupe, des pas eau froide, parce que le but, c'est que le goût des aliments aille dans l'eau. Sinon, la soupe, elle a le goût d'eau. Donc, si vous faites une soupe en la démarrant en bouillon, elle va pas avoir le même goût, quoi. C'est comme ça aussi qu'on fait tous les bouillons, par exemple un sirop, tout ce qu'on veut que le goût aille dans le liquide. Cuisson par expansion. Et après, il y a les cuissons mixtes. Ça, c'est quand on veut, par exemple, tous les plats traditionnels à base de viande en sauce, en grosse sauce. C'est ça, chef, hein? Et un veau maringot, la carbonade flamande, on saisit d'abord et après on mouille à l'eau froide. Donc là, le but, du coup, c'est de dire, OK, on va un peu protéger notre viande pour pas qu'elle perde trop son jus, qu'elle soit pas trop asséchée. Donc, on va d'abord la saisir, mais en même temps, on veut que son goût aille dans le liquide. Donc, on va terminer par la cuire en démarrant à l'eau froide. Donc ça, c'est tous les plats traditionnels de viande en sauce, ça se fait à peu près comme ça. Là, j'ai pas d'autres exemples, mais voilà. Donc ça, en fait, on le sait quelque part quand on cuisine, on sait qu'on démarre une soupe à l'eau froide, mais on ne sait pas forcément pourquoi. Et en fait, quand on veut créer des recettes, ça, c'est important de le savoir parce que du coup, c'est la raison de pourquoi on le fait comme ça et ça aide à créer plutôt que juste suivre une recette. Voilà, ça, c'était le petit point qui m'avait bien intéressé beaucoup. Alors, et après, chef, un petit bonus de votre part à vous, qui est qu'est-ce que c'est de travailler en ESAT, puisque vous avez travaillé au restaurant l'alimentation de la condition publique. Ouais, déjà, alors, cette ESAT. c'était déjà de base. Alors c'était à Roubaix, c'est un ESAT qui possède deux restaurants qui sont vraiment à part et une compagnie de théâtre. Et c'est des personnes en situation psychique qui travaillent dedans. Les restaurants, il y en a un qui est dans la condition publique et un qui est avec la compagnie de théâtre. Celui-là où j'étais, c'est celui-là dans la condition publique qui est un endroit culturel. Les personnes, il y en a en salle et en cuisine. Il y en avait 5 personnes en salle et 5 en cuisine, plus une éducatrice. Et ils arrivent tous les matins. Les serveurs, ils ont leur tâche à faire en tant que serveur. Et en cuisine, ils avaient à faire tout ce qui était frais. Ils étaient sur 3 à 4 plats différents, 3 à 4 desserts différents et entrées à produire chaque jour. Avec une clientèle, le but c'était que les clients ne le sachent pas. On ne l'affichait pas à l'extérieur, on affichait comme un restaurant traditionnel. Ces gens-là sont suivis. Alors, c'est pas une. Moi, je les forme je les formais avant de venir. Ils faisaient un stage pour voir s'ils étaient aptes ou pas à rentrer dans l'établissement. Et après, ils sont suivis tant qu'ils veulent, parce qu'ils viennent vraiment pour un métier, pour être cuisinier ou pour être serveur ou pour être comédien. Et après, ils suivent leur carrière dedans jusqu'au jour où ils veulent changer de métier. Et bien sûr, c'est dans la bienveillance que tout doit se passer, parce que chacun a ses problèmes particuliers. C'est bien, ça fait travailler sur soi-même aussi. Tout le monde sait ce que c'est un ESAT ou pas? Oui, d'accord. Et oui, et la condition publique, il y avait quoi comme autre activité à côté? Parce que dans mes souvenirs, ça ressemblait un petit peu à un tiers-lieu, justement. Alors, la condition publique, c'est un lieu culturel. Il y a déjà trois grandes scènes. C'est là qu'ils font le Name, le festival, le Name.
Il y a plusieurs expositions. Ils essaient de faire des animations par rapport au quartier aussi du Pile. Voilà, c'est vraiment le gros lieu culturel. Ok. Ta-ta-dam. Et du coup, par exemple, quelle forme de handicap ils pouvaient avoir les employés et comment vous le gériez au quotidien en cuisine, si vous avez des exemples de choses particulières que vous mettiez en place? Alors, déjà, bon, on apprend sur le tas, mais il y avait des autistes, il y avait des personnes schizophrènes, il y a plusieurs, et des personnes. Voilà. La chose, c'est quand ils viennent, on leur fait comprendre qu'ils n'ont pas d'handicap. Le but, c'est pas qu'ils s'apitoient sur leur sort. On fait attention. On est assez strict pour l'heure d'arrivée parce qu'ils ont besoin d'avoir un cadre. C'est le cadre vraiment qui est important. Après, pour les problèmes de chacun par rapport à son problème, il y a l'éducatrice qui est là, mais jamais pendant le service. Ils savaient très bien que le service, c'est le service. Après, ils sont suivis à l'extérieur par des spécialistes. L'éducatrice est là juste pour équilibrer quand il y a des crises ou quelque chose avant qu'elle arrive. Après, à force, moi aussi en tant que chef, je le sentais. Au départ, bon, ça a été la découverte, mais après, il y a la façon de parler, la façon de s'adapter à chacun. Et on ressent quand il y a des moments qui ne vont pas. De toute façon, le matin, quand ils arrivent, de toute façon, il y a un petit débrief pour voir comment ça a été. Et le plus dur qui était à gérer, c'est quand ils revenaient de vacances. Parce que eux, le travail, c'est vraiment quelque chose de très important. Quand ils sont au travail, c'est là qu'ils sont heureux. Et pendant un mois, quand on était fermé, quand ils reviennent, bah, toutes leurs mauvaises habitudes, ils les ont pris ou chez eux ou dans les logements associatifs où ils sont. Mais la plupart étaient logés ou chez eux ou dans leur famille. Voilà. Mais c'était une très belle expérience de 8 ans. Très belle expérience. Le problème, c'est ça, c'est trop attachant des fois. Du coup, est-ce que vous avez des conseils, si jamais il y en a parmi vous qui un jour voudraient accueillir des personnes en situation de handicap psychique? Des conseils pour les accueillir, travailler avec eux? Alors déjà, on en a eu une personne. Moi? Non. Non, mais Mais on a déjà eu une personne, même si ça se voyait moins, on avait déjà eu une personne. Alors, on en reparlera dans le groupe. oui, non, je veux dire, est-ce que vous avez des conseils pour les porteurs de projets à donner s'ils veulent en Ah, accueillir? d'accord. Oui. Alors, je sais que c'est pas évident à savoir, mais savoir déjà le problème. Parce que quand c'est caché, quand on n'a pas les informations, les gens qui les suivent, sans dire concrètement ce qu'ils ont, donner quelques indices, parce que ça permet de mieux travailler avec ces personnes-là et de mieux s'adapter. Parce que les personnes que j'ai eues pendant 8 ans en situation de handicap, le problème, c'est que dès qu'ils voient une faille, ils rentrent dans la faille et ils essayent déjà de vous prendre toute l'affection qu'ils peuvent avoir. Alors, il faut savoir être dur au bon moment et être gentil, mais pas trop, et détecter selon les problèmes quand vous allez trop loin ou pas. Mais ça, c'est bien d'avoir des bases pour pouvoir d'avoir des bases. Que les organismes qui vous les envoient ou quelqu'un qui les suit, comme le CISEP et tout ça, qui vous disent, bah voilà, sans rentrer dans le détail, mais que vous ayez quelques éléments, ça permet de mieux travailler. Ok. Et alors ça, je sais pas si c'était de votre ressort ou pas, mais niveau administratif, légal, tout ça, est-ce qu'il y a des trucs particuliers pour travailler avec ce public? Alors, quand c'est les gens qui sont dans les ESAT, c'est ESAT, ça, c'est à part. Maintenant, quand c'est par rapport au CISEP, il faut demander. C'est mieux, c'est de se renseigner à la MDPH. C'est quoi la MDPH? Parce que la MDPH, c'est ce qui s'occupe des personnes en situation de tous les handicaps. C'est le service qui est à Villeneuve-d'Ascq.
Et c'est eux qui vous conseillent le mieux par rapport à ça. Ok. Parce qu'il y a tout ce qui est aussi niveau salaire, niveau qui est des aides de l'État par rapport à ça. Il y a plein d'aides qui sont mises en place. Ok. Et ben super. Je pense que là, on a fait le tour. Bah, super. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que peut-être vous voulez faire un petit tour pour vous présenter un peu au chef, parce que lui, il n'a pas pu voir qui vous étiez, donc vos projets en cuisine, etc. Voir si peut-être que vous avez des conseils plus personnels. Voilà, donc ceux qui ont déjà des projets, vous voulez en parler? Peut-être qu'on va arrêter l'enregistrement ou... Ouais. Comment on enregistre Les trois petits points. là. Arrêter l'enregistrement.